Et alors, cette question de 2040, comment vous imaginez cette France, justement, dans 15 ans? Déjà, est-ce qu'elle est plus puissante ou En plus vulnérable? 2040, elle peut être, si elle fait rien de bien, si elle se laisse aller, elle peut être dans un déclin total. Elle peut être entre les mains de... D'abord, en 2040, on pourrait être très proche d'une guerre franco-allemande. Alors, pour le moment, on n'a pas l'impression de l'avoir. Alors, Moi, je le expliquez-moi. dis, Ouais. on peut être très proche d'une guerre franco-allemande parce que les dynamiques négatives dans les deux pays existent. Hmm. Dans les deux pays, il y a des partis qui veulent sortir de l'Union européenne, plus ou moins clairement. En Allemagne, c'est très clair, en France, c'est moins clair. Mais si le Rassemblement national gagne en France, l'AfD aura plus de chances de gagner en Allemagne. L'Union européenne est morte, la rivalité franco-allemande repartira et Dieu sait où elle nous mène. On a fait 3 guerres, on pourrait en faire une quatrième. D'ailleurs, François Mitterrand l'avait dit en disant que Et j'allais le dire, justement, c'était une des craintes de François Mitterrand. oui, c'est une crainte de tous ceux qui ont vécu la première et la deuxième guerre mondiale, ce qui est son cas, parce Ouais. il a vécu la deuxième, mais il avait le souvenir par ses parents de la première. Or, les générations actuelles n'ont absolument pas le souvenir de la guerre, donc ne voient absolument pas le risque s'il n'y a pas d'intégration D'où européenne. l'intérêt de cette vidéo, parce que je destine justement ces vidéos à mes enfants qui sont ados, etc. Et c'est la raison pour laquelle je vous interroge, parce que je veux que vous transmettiez ça. Il y a un vrai risque. Si la France se laisse aller, décline, passe la main à des partis anti-européens, se laisse sortir, elle va recevoir une claque des marchés, une claque du Fonds monétaire, le pays va se crisper et fermer les frontières. Alors expliquons ça. Admettons demain, donc c'est un scénario, il en existe d'autres, mais que le Front National, le Rassemblement National soit élu. Là, vous pensez au niveau économique que immédiatement les taux d'intérêt Mais, augmentent non, je dis pas immédiatement, parce que les gens sont un peu moins bêtes qu'on croit. Mais leur politique consiste à faire que la loi serait supérieure au traité et à imposer la préférence nationale là où elle ne l'est pas aujourd'hui. Est-ce que c'est possible déjà légalement de ça? C'est possible, c'est contraire à la Constitution, mais il faudrait modifier la Constitution, il faudrait sortir des traités européens, et il faudrait sortir de la Cour européenne de justice et de la Cour européenne des droits de l'homme, les deux tribunaux supranationaux qui existent. C'est possible, mais ça suppose une rupture de l'ensemble des traités. Et ça, la France sera la principale victime, parce que la France... Alors ces gens-là disent, la France contribue plus à l'Europe que l'Europe ne donne à la France. C'est vrai en apparence, mais c'est faux en réalité. C'est vrai en apparence parce qu'on donne 26 milliards et qu'on en reçoit 23, je crois, quelque chose comme ça. Mais en réalité, on reçoit beaucoup, beaucoup de prêts de la BEI, du grand emprunt européen, de toute une série de choses, et on bénéficie énormément d'avoir une monnaie stable qui n'est pas due à nous, puisque si nous étions seuls, nous aurions une monnaie comme l'Argentine, puisque nous sommes en situation de déficit énorme. Donc on est les grands bénéficiaires de l'Europe malgré les apparences, et on a vraiment besoin. Mais ça, c'est pas très bien ressenti par tout le monde. Je vous en prie. Alors justement, comment peut-on éviter, parce qu'on a parlé des risques, mais comment on peut éviter cette trajectoire qui semble quand même assez dramatique? Je ne sais pas, c'est pas en agitant les épouvantails qu'on gagne, c'est pas en disant ah c'est la catastrophe, on va lâcher la rampe, c'est pas ça qui va nous faire gagner. C'est nous faire gagner, on va éviter la catastrophe en ayant un scénario enthousiasmant. Parce que l'argument on a tout essayé, autant essayer les autres, qui est un argument très bête, on n'avait pas non plus essayé d'avaler de l'arsenic, donc il y a des bonnes raisons si on l'a pas fait. Donc l'argument on n'a pas tout essayé n'est pas un bon argument. Mais l'argument ils ont tout échoué est un bon argument. Et donc, il faut présenter des programmes qui soient crédibles, passionnants, passionnés, enthousiasmants, ce que personne ne fait. Quand vous dites ils ont tout échoué, c'est les critiques justement des anti-européens vis-à-vis de l'Europe, c'est ça? En France. En France, d'accord, d'accord. Et avez-vous l'impression justement que les partis européens et l'Europe justement donnent cet espoir, ce programme enthousiasmant qui pourrait redonner un second souffle à Non, l'Europe? non. Mais Non. il y a aussi une deuxième raison qui pourrait être entraînante, c'est que on doit avoir peur de ce qui se passerait s'il n'y a pas d'une Europe forte. C'est la présence russe à nos frontières, l'abandon américain. Et donc, non seulement faudrait le faire par enthousiasme pour une puissance européenne, mais il faut le faire par peur des ennemis de l'Europe, qui est un choix moins enthousiasmant, Parce qu'il est négatif. qui est négatif, mais qui quand même correspond au choix de la raison. D'accord. Euh, oui, alors, Nous, tout seuls, on ne sait pas nous défendre contre la puissance russe.
ni contre la puissance américaine, ni contre la puissance chinoise. On a besoin d'être unis. D'accord. Et vous pensez que la France pourrait, alors déjà militairement, est-ce qu'elle fait les bonnes choses quand on parle de se réarmer au niveau européen? Est-ce que ça va dans la bonne direction? Il faut le faire. Et de toute façon, l'histoire est tragique. Malheureusement, les Russes sont là, les Américains sont là, les Chinois sont là. Les Européens ne peuvent pas rester ouverts à tout vent. Le continent le plus riche du monde, qui se fait piller par 3 prédateurs, qui sont d'ailleurs 3 empires en déclin. Or, rien n'est plus dangereux qu'un empire en déclin. Les Américains est un empire en déclin, la Chine est un empire en déclin, les Russes sont des empires en déclin. Alors là, vous allez devoir m'expliquer. On va commencer déjà avec les États-Unis. Pourquoi est-il en déclin selon vous? Parce qu'il y a des contradictions internes absolument monumentales. Écologiquement, c'est un désastre. Financièrement, ils ont une dette absolument ingérable. Et les contradictions sociales et politiques à l'intérieur sont folles. Et démographiquement, ils ne tiennent pas sans immigration. Les Russes sont en train de s'effondrer. Aussi démographiquement et technologiquement, parce qu'ils n'ont plus rien, ils ne tiennent que par la guerre. Et les Chinois sont en train de s'effondrer plus que tout le monde en termes démographiques et n'ont pas réussi à assurer leur survivance en termes agricoles ni en termes énergétiques. Il ne faut pas oublier que les Chinois importent beaucoup de gaz américain et un pays qui devient vieux avant d'être riche, c'est un pays très, très menacé. Donc les 3 empires sont en déclin et des empires en déclin ont besoin de trouver des proies à acquérir pour compenser leur faiblesse interne. D'où l'Europe, qui est la proie naturelle dont tous les pays, tous ces 3 empires pourraient avoir besoin. Avec, sous différentes formes, je dirais, parce que la Chine, ça sera plus au niveau économique, c'est bien ça, c'est une espèce d'expansion qui se traduit par la désindustrialisation en Europe, alors que la Russie, c'est au niveau géographique, l'expansionnisme géographique, c'est bien ça, on est sur des modes différents. Oui. Et en même temps, cette thèse est intéressante parce que la Chine soit en déclin, parce que ce n'est pas du tout ce que l'on entend dans les médias. On nous rabâche en permanence que la Chine est en plein développement. Elle est en plein développement. Vous pouvez être en plein développement et en déclin en même temps. La Chine est en train d'exploser économiquement avec une croissance folle, mais en même temps, elle le sait, d'ailleurs les dirigeants chinois le savent. Au rythme actuel, il va y avoir, avant la fin du siècle, moitié moins d'habitants de Chine, et ils sont pour l'essentiel des personnes âgées. C'est intenable. Donc, ou ils sont capables de faire plus d'enfants, ou ils vont chercher des enfants ailleurs, un peu comme les Romains l'avaient fait avec les Sabines, en enlevant des femmes, soit ils s'adaptent à une société vieillissante qui est forcément une société en déclin. D'accord. Et ça, c'est pas compensable par de la technologie, par des personnes qui vivraient plus longtemps C'est compensable en partie. C'est pour ça d'ailleurs que les Chinois, comme les Japonais qui sont dans la même situation, mettent tellement d'accent sur le développement des robots, parce que comme ils ne veulent pas d'étrangers, ils pensent que les robots vont faire le travail des étrangers, mais les robots, comme l'intelligence artificielle, se heurtent à ce qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. L'amour, le matériel, les choses, le sentiment, la tendresse, l'attachement, toute une série de métiers qui représentent à peu près la moitié de la production mondiale, sont des choses qui ne sont pas du tout robotisables. C'est un terme très important, robotisable. Qu'est-ce qui est robotisable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Beaucoup de choses sont robotisables, mais un très grand nombre des activités essentielles à l'humanité ne le sont pas. Et en même temps, on voit beaucoup, par exemple, de jeunes qui se laissent peut-être berner par l'intelligence artificielle et qui commencent à créer des liens affectifs avec leur IA, par exemple. Peut-être une fausse, bien sûr, très probablement un faux amour, mais est-ce qu'on peut imaginer demain un IA plus sophistiqué Oui, bien sûr, on peut imaginer, j'en parle dans mon nouveau livre qui paraît bientôt, on peut imaginer une IA qui pénètre les consciences, vous dicte, vous permet d'acheter des souvenirs. Vous pourrez par exemple acheter un jour des rêves ou des souvenirs, comme si vous aviez vécu une histoire d'amour que vous n'avez pas vécue, et vous la téléchargerez dans votre cerveau. Ça, c'est une affaire de 10 ans avant que ce soit possible. Vous voyez tout ce que ça ouvre comme perspective. Oui, alors là, pour le coup, on est effectivement... Et on en est, dès maintenant, c'est pratiquement dès maintenant possible, parce que avec l'intelligence artificielle, on peut faire des faux films, des fausses photos, et on peut donc faire une collection de photos et de films de soi avec un autre amoureux imaginaire,
qu'on met sur son compte, Instagram ou Facebook, et ça qu'on met maintenant, et tous les autres auront du mal à ne pas y croire. Et comme en général on aime croire soi-même à ses mensonges, on finira sans même implanter dans le cerveau par croire. D'ailleurs les mythomanes croient en leurs mensonges. Mais là, c'est mythomane au niveau sociétal, c'est Oui. à grande échelle. Mais le mythomane, grande échelle ou petite échelle, finit par croire lui-même qu'il n'est pas mythomane, mais que ce qu'il dit est vrai. Mythomane, c'est presque une pathologie, alors que là, ça serait la technologie qui fait qu'on le devient tous. La technologie donnerait des armes de preuve à la mythomanie. Je suis mythomane, je vous dis, je suis très ami de Deng Xiaoping ou de Li Chixin, et naturellement, personne ne me croit, mais si je peux vous montrer des photos et des images et des films de moi avec lui, vous aurez plus de mal à en douter. Et moi-même, je finirai par le croire. Pour les États-Unis, donc on va partir de la Chine un petit peu là, et on parle souvent du chantage de Trump sur l'Europe ou sur les pays européens. Est-ce que c'est une nouveauté dans la relation transatlantique? J'ai écrit ça récemment dans un article, pas nouveau. Depuis 1940, j'ai bien 40, 41, les Américains sont comme ça. En 1942, quand les Américains sont entrés en guerre, ils ont commencé à négocier avec les Anglais des institutions d'après la guerre, pensant qu'ils allaient gagner. Et donc, ils ont commencé à négocier le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, les Nations unies. Le négociateur anglais était le grand économiste John Maynard Keynes. Le négociateur américain était un très haut fonctionnaire qui s'appelait Harry Dexter White. Quand Keynes était trop exigeant, curieusement, la vitesse des bateaux américains qui apportaient des armes en Angleterre ralentissait. Vous voulez dire qu'il y avait du chantage. Une sorte de chantage. Il y avait du chantage. Et moi, je l'ai vécu plus tard de façon tout aussi brutale. La différence avec le président Trump, c'est que, 1, il le fait publiquement, 2, il le fait dans son intérêt personnel, il gagne des sous avec, ce qui n'était pas le cas des présidents précédents. 3, il est un agent russe, ou il se conduit comme un agent russe, ou en tout cas, il sert les intérêts russes. Mais ces 3 différences mises à part, auxquelles j'ajouterai une 4e, qui est que je crois qu'il est un dictateur, et qu'il n'a aucune envie de quitter le pouvoir, sont, mises à part ces différences qui sont majeures, c'est une constante de la politique américaine. Alors, là j'aimerais sur la définition de dictateur, en quoi vous pensez, parce que là par exemple, est-ce qu'on peut être dictateur dans une démocratie dont on voit encore que, par exemple, il y a quelques jours, la Cour constitutionnelle La Cour suprême, oui. La Cour suprême, pardon, a voté contre des décisions sur les tarifs, par exemple. Est-ce que c'est possible pour lui de devenir le dictateur que l'on craint? On va voir, mais il se conduit comme tel. Il a éliminé beaucoup de ses adversaires politiques. Mais ça, c'est propre à tous les politiciens, non? De vouloir les éliminer. Oui, non, il les chasse des fonctions et il règne par la terreur. Il maîtrise les médias comme personne. En interdisant aux démocrates de s'exprimer dans les médias. Il impose des décisions tout à fait sans aucun respect pour le Parlement. Et il est dans une guerre ouverte avec la Cour suprême qu'il traite quand même d'agent chinois maintenant. Il dit que là... Alors on va voir, est-ce qu'il va passer outre? Mais je n'ai pas oublié ce que son principal idéologue a dit il y a longtemps, M. Curtis Yarvin. Il a dit, il y a 3 pouvoirs dans la Constitution américaine, un pouvoir législatif, un pouvoir judiciaire et un pouvoir exécutif. Mais rappelez-moi lequel des 3 dispose de l'armée. Ça veut tout dire. Donc, alors pour l'instant, c'est une dictature. Et il ajoute d'ailleurs, M. Trump, qu'il a l'intention de se représenter. Et je pense qu'il va tout faire pour soit ne pas tenir les élections de novembre, soit les truquer, soit ne pas en tenir compte. On va voir. À ce moment-là, on verra si la démocratie américaine tient le choc. Quelles conséquences pour nous si justement les élections sont truquées, si vraiment cette... J'ai toujours dit que l'Amérique finirait par devenir une dictature, parce que toutes les démocraties importantes, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Allemagne, sont toutes à un moment ou à un autre été des dictatures. Donc il n'était pas normal que les États-Unis ne le soient pas à leur tour. Alors, si les 3 empires dont on a parlé, la Chine, la Russie et l'Amérique, sont en train de se ralentir, quel sera... Ils ne sont pas en train de se ralentir, au contraire, ils accélèrent. Ils accélèrent. Mais ils accélèrent parce qu'ils sont en déclin. Et donc, leur accélération peut conduire, comme on l'a vu avec la Russie et l'Ukraine, il n'y a pas d'autre raison de l'attaque de l'Ukraine que de la volonté de détourner des préoccupations internes.
Et de même, la Chine menace d'attaquer Taïwan pour mobiliser sa jeunesse qui n'est plus mobilisée par la croissance économique qui est moins forte qu'elle ne l'était. D'accord. Alors, si ces trois empires sont en déclin, il y aura quand même peut-être un gagnant. Lequel de ces trois, voire le quatrième, si c'est l'Europe? C'est pas joué. Je pense qu'on va rentrer dans une période où tout est possible. On peut avoir un retour de flamme de la puissance américaine qui a tous les moyens d'avoir beaucoup d'énergie et qui, s'il y a un nouveau président plus ouvert, plus intéressé au monde, ce qui n'était pas le cas d'Obama non plus. Hein. Obama n'était pas du tout un président ouvert au monde. Mis à part l'apparence, il n'a pas fait une politique très différente de Trump. C'était lui qui avait proposé le pivot asiatique. Oui, mis à part. Donc, les États-Unis peuvent avoir enfin un président ouvert au monde, ce qui n'est pas ça n'a pas été le cas depuis Kennedy et ça n'a pas duré longtemps. La Russie peut, mais ça sera très long. C'est une toute petite puissance. Ça PIB de l'Espagne. Ça a beaucoup d'armes nucléaires, mais c'est une petite puissance. La Chine sera une très grande puissance. Elle pourrait inverser la courbe démographique ou trouver une façon par les robots, puisque la Chine est le leader mondial des robots maintenant, devant tout le monde, bien avant les États-Unis et presque bien avant les Japonais qui sont les vrais numéros 1. Donc il peut y avoir une victoire chinoise